Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission hebdomadaire consacrée au cinéma. Aujourd'hui, cet épisode de C'est tourné traitera d'une super production française retraçant les récits d'Alexandre Dumas. Si vous avez suivi l'actualité cinéma de ce début juillet, il est impossible que vous l'ayez manqué. Vous l'avez compris, nous parlerons du Comte de Monte Cristo dans C'est tourné. C'est donc bien avant sa date de sortie initiale que nous parvient cette nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo. Initialement prévu pour la fin de l'année, le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas nous parvient en salle pour la fête du cinéma. Le 28 juin fera donc date dans l'histoire de l'adaptation cinématographique de ce roman, car il réalise un démarrage fulgurant, le propulsant parmi les meilleurs de l'année 2024. Déjà plus de 2 millions d'entrées en l'espace de 2 semaines. Et cette fois-ci, c'est Pierre Ninet que l'on retrouve dans le rôle. L'acteur que l'on connaît pour Boîte Noire, Goliath ou encore OSS 117 prend ici le flambeau d'une lignée d'acteurs mythiques qui ont revêtu le masque avant lui. On peut notamment citer Gérard Depardieu dans l'adaptation télé de 1998 ou encore Jean Marais en 1954 avec plus de 7,8 millions d'entrées. Un chiffre à retenir car le prix du plus gros succès au cinéma français pour l'adaptation d'un roman risque bel et bien de changer de main. Pour rappel, D'Artagnan comptait plus de 3,3 millions d'entrées, quant à Milady seulement 2,5 millions, ce qui est déjà pas mal. Effectivement, je cite les deux dernières adaptations en date d'un autre roman très connu d'Alexandre Dumas. Et figurez-vous qu'on doit ces trois films aux deux mêmes personnes. J'ai nommé Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Scénaristes sur les trois films, on doit à Martin Bourboulon la réalisation des deux adaptations des Trois Mousquetaires. D'ailleurs, si on étudie la carrière respective de nos deux réalisateurs, on remarque qu'ils ne se sont jamais réellement quittés. Tous deux réalisateurs sur Le Prénom en 2012 ou encore sur Le meilleur reste à venir en 2019. Mais revenons-en au Comte de Monte Cristo. L'histoire, vous la connaissez très sans doute. 1815, à Marseille, le jeune Edmond Dantès débarque après avoir sauvé la vie d'une jeune femme en mer. À 22 ans, le futur capitaine va épouser la belle Mercedes Herrera, ici incarnée par Anaïs Desmoutiers. Cependant, et c'est là tout le drame, Edmond Dantès, accusé de trahison, sera enfermé au château d'If. Ce n'est que de nombreuses années après qu'il refera surface sous les traits du comte de Monte Cristo. Un riche aristocrate assoiffé de justice et de vengeance. Aventure, action et thriller historique, voici les ingrédients de cette réussite critique qui subjuguera les spectateurs et feront s'arracher les derniers cheveux qu'il leur reste aux forcenés du roman. Comme toute adaptation, ici on ne parle pas de copier-coller, mais bel et bien d'une adaptation prévue pour le cinéma. Ici en l'occurrence, d'une aventure parfaitement rodée, utilisant avec précision tous les codes du cinéma. Le film est magnifique. Je parle de ses visuels. Du port de Marseille au château d'If, tout en passant par le sublime château du Comte, tous les plans sont millimétrés avec un soin qui vous sublime le regard. D'ailleurs, en parlant du château du Comte, saviez-vous qu'à l'instar du château de Poudlard, ce bâtiment regroupait plusieurs châteaux et palais français en un seul. Nous avons d'un côté le château de Dampont dans le Val d'Oise, de l'autre le château d'Aubiry à Céret, ou encore le palais Brognard que vous connaissez sans doute sous son autre nom, la Bourse de Paris. On rejoint l'avis que j'avais sur Dune première partie, chaque plan est une œuvre. C'est presque des maths. Tout est calculé avec soin et précision. Mais je pense qu'en allant voir le film, vous verrez mieux ce que je suis en train de dire. Fini de parler des décors et parlons plutôt des acteurs. Enfin plutôt, de l'acteur. Car si pour autant je n'étais absolument pas convaincu par Pierre Ninet dans le rôle clé, eh bien ce film et sa prestation m'ont rapidement fait ravaler ma salive. L'acteur que l'on connaît pour ses rôles dans les productions humoristiques, comme Fiasco ou Le Flambeau, nous sublime ici par sa prestation dramatique. D'ailleurs, ça m'a personnellement donné envie de découvrir les deux autres films dont je vous parlais plus tôt, à savoir Boîte Noire et Goliath, pour voir une autre de ses prestations dramatiques. Et sans doute que j'aurais été plus confiant si j'avais visionné ces deux longs métrages en amont. Pour autant, on retrouve le jeu de Pierre Ninet dans la première grosse partie du film, à savoir la jeunesse et la liberté d'Edmond Dantès. Elle est encore légèrement présente lors de sa captivité, avec cette fois-ci un soupçon de on ne sait quoi qui enclenche son changement de jeu. Si on reste sur du Pierre Ninet, on est malgré tout surpris de sa prestation lorsque naît le conte. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai été totalement bluffé par Pierre Ninet. Le jeune capitaine effarouché meurt et laisse place
à l'impitoyable comte. Grimé pour élargir son fin visage, le comte se dévoile avec un regard froid, une désinvolture, et se meut, telle la fatalité, se rapprochant peu à peu de ses victimes. Pierre Ninet est impressionnant dans son rôle, à un tel point qu'aujourd'hui, je n'aurais vu personne d'autre à sa place. Il prend possession de son personnage, ou devrais-je plutôt dire de ses personnages, comme s'il n'avait jamais été qu'un. Et d'ailleurs, ce personnage aux 1000 visages, on le doit au génie du maquillage, Pierre-Olivier Persin. C'est donc lui qui a créé les divers masques du comte de Monte-Cristo. Sachez que pour chaque masque, Pierre Ninet a passé environ 4 heures de maquillage. Faut être très patient, maquillage d'une qualité hors norme que l'on retrouve dans des productions françaises comme Acide avec Guillaume Canet. Mais sachez qu'on retrouve le travail de Pierre-Olivier Persin dans des super productions américaines telles que World War Z, Game of Thrones ou Avengers Infinity War. Pour en revenir au personnage du film, mention spéciale à tous les acteurs, notamment les 2 protégés du comte, à savoir Anna Maria Bartolomei et Julien de Saint-Jean, qui incarnent respectivement Haydée et André. Et mention très spéciale à Jérémy Corvillo, qui nous fait l'immense honneur d'apparaître dans ce film. Sachez que j'ai reconnu sa voix instantanément. Ici, il y incarne le gardien de prison du château d'If. Alors pour ceux du fond qui ne savent pas qui est Jérémy Corvillo, voici quelques images non exhaustives des personnages qu'il incarne par la voix. Entre autres. Même si le film peut faire peur du haut de ses 3h02, sachez que personnellement, je les ai pas sentis passer. Le film n'a aucun temps mort, et chaque seconde sert à la narration. Le spectateur n'est jamais perdu et est accompagné dans cette magnifique balade au sein du 19e siècle. Enfin magnifique. Je peux comprendre. Pour parler brièvement d'exploitation cinématographique, sachez que la firme Pathé a imposé une sortie un vendredi pour le comte de Monte-Cristo. Alors que bon, d'habitude, les sorties nationales, c'est le mercredi. Je n'y ai pas trouvé de réelle raison et Pathé ne m'a pas répondu lorsque je les ai sollicités professionnellement parlant à ce sujet. D'un autre côté, j'ai vu que vendredi était le seul soir sans match de foot. De l'autre côté, on parle d'une stratégie commerciale afin d'éviter un début timide un mercredi, puis un blanc le jeudi. C'est pour profiter du vendredi soir et du week-end, ainsi que de la fête du cinéma, qui commençait au 30, que Pathé Film aurait fait son choix. Mais rien n'est certain, et d'après Pierre Ninet, c'est parce que son film est trop ouf pour sortir en même temps que les autres. Un peu mégalo, et pas non plus nécessaire, parce que la concurrence n'était pas réellement là. À l'exception d'effectivement Vice Versa 2 qui aurait fait un carton le mercredi, sorti une semaine plus tôt, nous n'avions que Sans un bruit jour 1 et Kinds of Kindness qui apportaient une maigre résistance. Pour ce coup, je suis d'accord avec Pierre Ninet, le film reste au-dessus du lot. En finalité, faut-il aller voir Pierre Ninet en salle? Pour moi, la réponse est un solide oui. Car ici, on est véritablement face à un moment de cinéma. Je le compare une nouvelle fois au premier Dune, qui m'a vraiment laissé un souvenir impérissable. Au vu du succès du film, vous pourrez aisément le découvrir jusqu'à la 20 août en salle. Merci à tous d'avoir regardé et ou écouté ce nouvel épisode de votre série hebdomadaire consacrée au cinéma. Comme d'habitude, si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un pouce et à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également et à mettre la cloche. En tout cas, merci à vous, c'était Quartzal dans C'est tourné.